Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Plus d'une centaine de civils tués au Soudan. Depuis le 15 avril, Khartoum, la capitale, est le théâtre d'affrontements meurtriers. Des violences qui opposent l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Le renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et le Rwanda. Les deux États ont scellé plusieurs accords de coopération à l'occasion de la visite du président rwandais Paul Kagame à Cotonou. Et puis la présence d'un nouveau moustique vecteur du paludisme confirmé au Ghana. Il s'agit de l'Anopheles stephensi, originaire d'Asie du Sud-Est. Les détails à suivre dans ce journal. Le Soudan, au bord de la guerre civile, depuis le samedi 15 avril, les affrontements meurtriers opposent l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo à Khartoum. Le bilan est lourd. Le syndicat officiel des médecins déplore la mort d'une centaine de personnes dans les rangs des civils. Les explications de Paul-Marcel Mayaki. La situation est toujours confuse au Soudan. Khartoum, la capitale du pays, est toujours le théâtre de combats meurtriers après une journée de violents affrontements. Dans plusieurs quartiers de la ville, on note de nombreux dégâts matériels, comme le montrent ces images amateurs diffusées sur les réseaux sociaux. Les habitants, pris entre deux feux, tentent de se mettre à l'abri. Les combats qui ont éclaté samedi 15 avril 2023 opposent deux anciens alliés, les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR, dirigés par le général Mohamed Hamdan Dagalo dit Hemeti, et les unités de l'armée fidèle au général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du Soudan depuis le coup d'État du 25 octobre 2021. Ces affrontements sont les premiers du genre depuis que les deux anciens alliés ont uni leurs forces pour renverser le président Omar Hassan el-Béchir en 2019. Rien ne va entre les deux hommes vu que le second se montre ambitieux pour occuper la place du premier. Il y a aussi des interférences extérieures, notamment des islamistes alliés de l'ancien président qui a été défenestré, qui ont intérêt à ce que les deux militaires ne puissent pas s'entendre. À l'origine de la discorde entre les deux officiers, la montée des tensions autour de l'intégration des FSR dans l'armée. Le désaccord sur le calendrier a retardé la signature d'un accord soutenu par la communauté internationale avec les partis politiques sur une transition vers la démocratie. Préoccupé par ces affrontements, l'ancien premier ministre civil Abdallah Hamdok, les organisations africaines dont l'Union africaine et plusieurs États du continent ont appelé les différentes factions à arrêter la destruction du pays et à éviter une effusion de sang. Je m'adresse particulièrement aux deux belligérants, notamment au général Abdel Fattah al-Burhan, chef suprême des armées, et le général Mohamed Hamdan Daglo, chef des forces de soutien rapide. Je les appelle à arrêter immédiatement les affrontements armés et de trouver une solution pacifique pour épargner le peuple d'un bain de sang inutile, car les cartouches ne font pas la différence entre les belligérants en conflit et les civils innocents. Dans un communiqué publié samedi 15 avril 2023 en fin de journée, l'armée soudanaise a demandé à la population de rester chez elle alors qu'elle poursuivait ses frappes aériennes contre les bases des paramilitaires. Selon le Comité central des médecins soudanais, une organisation indépendante et pro-démocratique, le bilan de ces affrontements fait état de 56 victimes et plusieurs centaines de blessés. Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leur vol vers le pays et le Tchad voisin a annoncé la fermeture de ses frontières et un renforcement de leur sécurité. Et la situation au Soudan inquiète dans les rangs des organisations internationales. L'Union africaine et l'ONU avaient notamment appelé à une cessation immédiate des hostilités. Un appel également émis par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly, qui étaient réunis au Japon à l'occasion de la réunion des chefs de la diplomatie des pays du G7. La préoccupation est aussi vive au sein de la Ligue arabe qui a organisé le dimanche 16 avril une réunion d'urgence, une session marquée notamment par la prise de parole de l'ambassadeur du Soudan à la Ligue arabe, Al-Sadiq Omar Abdullah, qui a demandé à ce que, je cite, le règlement du conflit soit laissé aux Soudanais, loin de toute ingérence internationale.
Retour à présent sur la visite du président rwandais Paul Kagame au Bénin. Le chef de l'État est arrivé le 15 avril à Cotonou où il s'est entretenu avec son homologue béninois Patrice Talon. Une visite d'État qui a abouti à la signature de plusieurs accords, notamment dans le domaine de l'agriculture, du numérique ou encore du tourisme. Les deux dirigeants ont aussi convenu de renforcer la coopération dans le domaine militaire à l'heure où la menace terroriste gagne du terrain en Afrique de l'Ouest. Reportage de notre correspondant Lefty Onou. À la tête d'une forte délégation rwandaise, le chef d'État rwandais Paul Kagame a été reçu au palais de la Marina par son homologue Patrice Talon, président de la République, à Cotonou samedi 15 avril 2023. Cette visite de travail au Bénin vise à consolider la coopération bilatérale entre les deux pays et renforcer le partenariat sud-sud dans les domaines de la sécurité et la défense, de l'économie et de la recherche. Dans le cadre de leur échange, les deux présidents ont abordé des sujets d'intérêt liés à la menace terroriste au Sahel et son extension vers les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, notamment au nord Bénin. Ils ont exprimé la volonté de renforcer les accords de défense pour faire face aux défis sécuritaires au profit du Burkina Faso et du Bénin. Nous n'avons pas de limite dans l'expression de cette coopération. Elle peut aller, pour commencer, dans l'encadrement, dans le coaching, dans l'expertise, la formation, jusqu'à, si le besoin s'impose, dans le déploiement conjoint. Dans le cadre de cette visite, les deux chefs d'État ont signé des instruments juridiques dans les domaines de la non-imposition et la non-double imposition sur les revenus des opérateurs économiques, l'agriculture, le numérique, la gouvernance locale, le développement durable, la coopération militaire, la coopération commerciale et industrielle, le tourisme et la promotion des investissements. Les deux chefs d'État misent sur les compétences locales, notamment la jeunesse pour le développement. Il faut qu'on commence à promouvoir l'acquisition des compétences qui viennent d'Afrique. Il faut qu'on soit fiers de cela. Et c'est ma vision, c'est une vision que je partage avec le président Talon. Nous nous sommes entendus, nous avons des accords que nous partageons déjà. Nous allons échanger des informations, nous allons partager beaucoup de choses ensemble dans ces différents secteurs. À noter que pour le suivi des questions d'intérêt commun des deux pays, il se tiendra à Cotonou d'ici la fin de l'année 2023, la deuxième session de la Grande Commission mixte de coopération bénino-rwandaise. En dehors de l'initiative d'Accra, à laquelle le Bénin est parti, le pays a engagé depuis septembre 2022 des pourparlers avec le Rwanda au sujet d'un soutien logistique et d'expertise pour la lutte contre la recrudescence des attaques terroristes dans le nord du Bénin depuis fin 2021. Au Ghana, les autorités sanitaires sont en alerte. L'agence publique Ghana Health Service a confirmé la présence de l'Anopheles stephensi, une espèce de moustique vecteur du paludisme originaire d'Asie du Sud-Est. Depuis Djibouti, en 2012, il s'est progressivement déployé dans la Corne de l'Afrique en gagnant l'Éthiopie ou encore le Soudan. Les précisions de Jeanne Chema. Le Ghana fait désormais partie des pays en Afrique qui hébergent l'Anopheles stephensi, espèce de moustique vecteur du paludisme, aux côtés des plus répandus sur le continent que sont l'Anopheles gambiae, l'Anopheles colusi et l'Anopheles arabiensis. La découverte a été faite au cours d'une surveillance de routine, selon le communiqué diffusé par l'agence publique Ghana Health Service samedi 15 avril. Le nouveau vecteur a été confirmé en mars 2023 à partir d'échantillons prélevés à Touba et à Dansoman, dans la région du Grand Accra, dans le cadre du système de surveillance de routine du paludisme et de la surveillance de la lutte antivectorielle effectuée dans tout le pays via des sites sentinelles désignés. L'agence de santé publique Ghana Health Service décrit l'Anopheles stephensis comme un vecteur unique qui se reproduit dans les étangs, les marécages et tous les sites de reproduction traditionnels des anophèles. Plus résistante et plus mortelle, cette espèce survit à des températures élevées pendant la saison sèche lorsque la transmission du paludisme diminue par les autres vecteurs. Le directeur général de GHS demande de redoubler les mesures de protection habituelles en utilisant des moustiquaires et en évitant la stagnation des eaux autour des maisons. L'agence de santé publique ghanéenne compte œuvrer avec ses partenaires pour relever ce nouveau défi. Nous misons sur le service et les solutions technologiques pour résoudre nos problèmes.
Nous allons lancer une stratégie digitale pour mettre en œuvre des idées novatrices. Nous nous associons à divers partenaires pour la mise en œuvre d'une plateforme novatrice au Ghana où nous utilisons des idées novatrices pour résoudre des problèmes de santé spécifiques. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la nouvelle stéphancie était jusqu'en 2011 limitée à certains pays d'Asie du Sud et de la péninsule arabique. Les cas identifiés en Afrique l'ont été à ce jour à Djibouti en 2012, en Éthiopie en 2016, au Soudan en 2016, en Somalie en 2019 et au Nigeria en 2020. L'annonce du Ghana survient après l'adoption par le pays d'Afrique de l'Ouest cette semaine du vaccin antipaludéen R21 Matrix M, mis au point par des chercheurs de l'université d'Oxford au Royaume-Uni. Le Ghana est le premier pays au monde à adopter ce vaccin qui pourrait sauver des millions de vies. En 2021, 95% des cas de paludisme et 96% des décès dus à la maladie recensés à travers le monde étaient regroupés en Afrique. Nous partons à présent dans la ville de Douala au Cameroun, où 6 parcs de loisirs ont été aménagés dans plusieurs quartiers, dont celui de Bonaloka et Kondi. Ces espaces s'inscrivent dans le cadre du projet de drainage pluvial financé par l'Agence française de développement. Son enjeu, lutter contre les inondations tout en améliorant les conditions de vie des habitants. Reportage de notre correspondant Narcisse Oum. Douala, la capitale économique du Cameroun, s'est dotée cette année 2023 de 6 parcs de loisirs et d'attractions. Le package de ces espaces baptisés Confluence est constitué d'équipements de loisirs et de sport, d'espaces de détente innovants et modernes. Les espaces Confluence devraient, selon les autorités, permettre d'améliorer le bien-être des populations, ceci tout en embellissant la ville la plus peuplée du Cameroun. Dans la politique de la ville, nous avons créé une situation qui est chargée des équipements de sport de proximité, une suggestion de sport. Et donc, nous avons une volonté de doter toute la ville d'équipements sportifs de proximité. Donc là, c'est une première occasion. Nous allons également construire, chaque fois que ce soit possible, des gymnases et d'autres espaces de sport et loisirs pour les jeunes et pour les moins jeunes. Situé dans les quartiers Bonaloka, Kondi, Ntongoa, Bassa, Mbania, Source Mbappé et Akwa, ces parcs de loisirs construits sur les rives de certains cours d'eau s'inscrivent dans le cadre du projet du drainage fluvial financé par l'Agence française de développement, un projet qui vise à réduire la vulnérabilité de la ville aux inondations. Véritable cadre de détente, ces espaces plein air placés sur des sites autrefois insalubres devraient, selon les autorités, favoriser la reprise par les populations de Douala de leur patrimoine culturel caractérisé par des cours d'eau. Ces parcs de loisirs ont une finalité simple, c'est d'offrir aux habitants, notamment aux jeunes, un espace de loisirs et de détente, une détente saine qui est de loin préférable aux activités constantes à regarder des films de toute nature, etc. En fonction de la superficie du parc, l'on note des particularités qui peuvent se retrouver dans un parc et pas dans un autre. Les parcs sont principalement constitués d'un terrain multisport, d'une zone d'expression, d'un espace de jeu pour enfants, des zones de socialisation, d'un espace multifonction féminin, d'un espace de restauration, d'un terrain de petit goal, d'un parcours santé, d'espaces verts et d'une déchetterie. Selon les autorités, d'autres quartiers de la cité capitale du Cameroun seront eux aussi dotés des mêmes infrastructures à plus ou moins court terme. Depuis quelques semaines au Kenya, le milieu de l'athlétisme connaît quelques turbulences. Dans un communiqué paru le 4 avril, David Auman, le président de l'unité d'intégrité de l'athlétisme, a dénoncé un dopage de mieux en mieux organisé dans le pays. L'AIU émet par ailleurs l'hypothèse, je cite, que l'élite des athlètes kenyans est aidée par une ou plusieurs personnes, y compris une personne ayant des connaissances médicales considérables. Une actualité qui suscite beaucoup de réactions avant les prochains Jeux Olympiques. Les précisions de José Douglas. Début avril 2023, une nouvelle affaire de dopage à grande échelle a été découverte au Kenya. C'est l'unité d'intégrité de l'athlétisme qui a dénoncé cette affaire. Certains spécialistes tentent de nous apporter quelques informations.
Ce n'est pas nouveau, c'est dans un contexte bien particulier qui touche, hélas, une nation assez performante dans le fond, le grand fond, mais surtout qui est, à mon avis, qui s'enraye dans la crise sociale et aussi économique que touche le monde du sport, dans lesquels les athlètes kenyans seront pris depuis de nombreuses années, c'est-à-dire l'appât du gain, la surdimension des compétitions et la répétition effectivement des compétitions mondiales à très 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 haut niveau, et aussi pouvoir avoir des ressources faciles dans un pays qui est en crise, où le sport représente de grandes possibilités je dirais, d'ascension sociale, mais aussi des profits assez importants. En 2016, le Kenya a mis en place son agence antidopage et introduit des sanctions pénales, notamment des peines de prison. Pour David Roman, c'est une menace sérieuse contre notre sport. L'unité d'intégrité de l'athlétisme a été mandatée pour travailler avec la Fédération d'athlétisme du Kenya et son agence antidopage. Ce n'est pas une surprise dans la mesure où le Kenya aujourd'hui est la cible d'un certain nombre de gens qui ont intérêt à doper les athlètes de manière à en tirer les fruits. Ça, c'est un premier point. Et puis, il faut savoir aussi que au Kenya, c'est une façon aussi de vivre et de faire vivre un village, une famille. Le 5 janvier à Nairobi, le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Coe, avait évoqué les cas de dopage répétés chez les athlètes kenyans. En 2022, plusieurs athlètes avaient été suspendus pour prise de produits prohibés. Le pays d'Afrique de l'Est a réussi à échapper à une exclusion de la FIA, contrairement à la Russie. Moscou, qui avait été suspendu en 2020 de toutes les grandes compétitions pour dopage et tricherie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.